Le sol a tremblé si fort que des soldats israéliens ont cru à un séisme, mais ce n'en était pas un. Ce qui s'est produit dans les 4 minutes suivantes allait changer le Moyen-Orient pour toujours. Et presque personne en Occident n'a reçu la vérité complète à ce sujet. Ce que vous vous apprêtez à entendre est l'événement militaire le plus important dans cette région depuis des décennies, et les grands médias l'ont à peine abordé. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre ce qu'est réellement le RS-28 Sarmat. La plupart des gens ont déjà entendu ce nom. Très peu comprennent ce qu'il peut vraiment faire. Le RS-28 Sarmat est un missile balistique intercontinental de conception russe. Il pèse plus de 200 tonnes métriques. Il peut transporter jusqu'à 15 ogives nucléaires indépendantes. Il peut atteindre des vitesses qui font paraître les systèmes traditionnels de défense antimissile, comme s'il tentait d'arrêter une balle avec un filet de pêche. Maintenant, voici la partie qui compte. L'Iran travaille depuis des années à acquérir une technologie russe avancée dans le domaine des missiles. Les agences de renseignement occidentales le savaient. La question a toujours été la suivante: quand l'Iran franchirait-il la ligne entre les essais et le déploiement réel? Selon plusieurs sources militaires et des communications interceptées qui ont maintenant été analysées par des spécialistes de la défense, la réponse à cette question est venue sans avertissement. Les rapports ont commencé à arriver juste après minuit, heure locale, dans le nord d'Israël. Des opérateurs radars dans des stations de surveillance de Tsahal ont détecté des signatures de lancement depuis le territoire iranien. Au début, les relevés de trajectoire ont été revérifiés parce que les chiffres n'avaient aucun sens pour les opérateurs en service. La vitesse, l'altitude, l'angle de descente, tout indiquait quelque chose de beaucoup plus avancé que ce que l'Iran était censé posséder. Le système dôme de fer de Tsahal, qui a intercepté avec succès des milliers de roquettes au fil des ans, n'a jamais été conçu pour gérer cette catégorie de menaces. Et c'est la vérité honnête que personne ne veut dire à voix haute. Le dôme de fer est un système incroyable contre les roquettes à courte portée et les obus d'artillerie. Mais quand on parle de véhicules de rentrée hypersonique qui descendent à Mach 20 ou plus, l'écart technologique devient très réel, très rapidement. 6 ogives, c'est le nombre qui revient sans cesse dans les rapports d'analyse de défense. Pas un missile avec une seule ogive, 6 véhicules de rentrée ciblée de manière indépendante. Chacun suivant sa propre trajectoire de vol dans la phase terminale. C'est ce que les ingénieurs de la défense appellent un système MERV, des véhicules de rentrée multiples à ciblage indépendant. L'objectif même d'un système MIRV est de submerger n'importe quel réseau de défense antimissile. On ne peut pas intercepter 6 objets qui partent dans 6 directions différentes lorsqu'ils se déplacent tous à une vitesse hypersonique. C'est mathématiquement presque impossible avec la technologie actuelle, et l'Iran semble avoir utilisé exactement cette capacité dans cette frappe. Maintenant, voici où cette histoire devient encore plus sérieuse. Le commandement nord de Tsahal n'est pas simplement un bureau militaire régional. C'est le centre nerveux de toutes les opérations militaires israéliennes dans le théâtre nord, c'est-à-dire le Liban, la Syrie et les régions frontalières où le Hezbollah est actif. Si vous voulez comprendre l'importance de cette installation, imaginez le Pentagone, mais spécifiquement pour le front nord. Les rapports indiquent que les frappes n'étaient pas aléatoires. Elles ont été ciblées avec un niveau de précision qui suggère soit une excellente collecte de renseignements par le côté iranien sur Israël, soit que l'Iran a reçu une aide au ciblage de quelqu'un qui savait déjà où ces installations se trouvaient. Cette deuxième possibilité est celle qui devrait empêcher les planificateurs militaires à Washington de dormir. Réfléchissez bien à ceci, ce n'était pas une attaque de roquettes tirée à l'aveugle. C'était une frappe de précision coordonnée utilisant une technologie que l'Iran n'était pas censé avoir sous forme opérationnelle. La question de savoir comment l'Iran en est arrivé là est débattue depuis 2 ans au sein de la communauté du renseignement. Certains analystes pointent vers la Russie, d'autres pointent vers la Corée du Nord. Il existe une 3e théorie impliquant des conseillers techniques chinois qui opèrent discrètement au sein du programme iranien de développement de missiles. La vérité est probablement une combinaison des 3. Et les gouvernements occidentaux en savent plus qu'ils ne le disent publiquement. La réponse des États-Unis, ou plus précisément son absence, est la partie de cette histoire qui rend les analystes militaires les plus nerveux. Lorsque l'Iran a lancé ses attaques de drones et de missiles contre Israël
en avril 2024, les États-Unis ont été directement impliqués pour aider Israël à intercepter les projectiles entrants. Des navires de guerre américains dans la région ont tiré des missiles intercepteurs. Des avions de chasse américains étaient dans les airs. La coordination était active et réelle. Cette fois, selon les rapports provenant de la région, la réponse américaine a été le silence. Aucune déclaration publique du Pentagone dans les premières heures critiques. Aucune conférence de presse d'urgence de la Maison-Blanche. Aucune confirmation ni démenti sur l'ampleur de l'attaque, seulement le silence. Et ce silence veut dire quelque chose. Dans le langage militaire et diplomatique, le silence n'est jamais un accident. Lorsqu'une superpuissance devient muette après une frappe majeure contre l'un de ses alliés les plus proches, c'est soit parce qu'elle est stupéfaite, soit parce qu'elle calcule très prudemment son prochain geste, soit parce qu'un élément de la situation est beaucoup plus compliqué que la version publique des événements. Chacune de ces explications devrait vous inquiéter. Si les États-Unis sont stupéfaits, cela signifie que leur appareil de renseignement n'a pas réussi à anticiper cela. S'ils calculent, cela signifie qu'ils évaluent des options qui sont probablement très mauvaises pour toutes les personnes concernées. Et si la situation est plus compliquée, cela ouvre la porte à des possibilités qui n'ont pas encore été rendues publiques. Parlons de la situation réelle de Tsahal sur le terrain après les frappes. Les rapports décrivent une installation du commandement Nord qui a subi de graves dommages structurels. Le mot « enseveli » a été utilisé dans plusieurs rapports et il n'est pas utilisé comme métaphore. Lorsqu'une installation conçue pour survivre à des attaques aériennes conventionnelles subit des impacts directs d'ogives se déplaçant à des vitesses hypersoniques, les dégâts physiques sont catégoriquement différents de ceux qu'on observe lors de frappes aériennes normales. L'énergie d'impact est plusieurs fois plus élevée. La profondeur de pénétration est plus grande. Et surtout, la capacité d'évacuer le personnel dans les secondes précédant l'impact est essentiellement nulle, parce que le délai d'alerte avec ces systèmes se mesure en secondes, pas en minutes. Tsahal n'a pas confirmé publiquement l'ampleur complète des pertes humaines, ni des dégâts subis par le commandement Nord. Et ce silence du côté israélien est en soi un point de données important. Israël a une longue tradition de transparence au sujet des opérations défensives réussies et une transparence un peu plus limitée dans les situations où les dégâts ont été réels et importants. Le fait que les canaux officiels israéliens aient été prudents et mesurés dans leurs déclarations publiques indique aux analystes expérimentés que la situation à l'intérieur du commandement Nord est gérée avec une grande prudence au plus haut niveau. Voici autre chose qu'il faut comprendre. Le front nord d'Israël n'est pas une zone reculée et tranquille. Ces derniers mois, les tensions à la frontière libanaise sont restées élevées. Le Hezbollah a renforcé son inventaire de missiles. Il y a eu des échanges de tirs. Le commandement nord de Tsahal a mené une planification opérationnelle active pour des scénarios potentiels impliquant une escalade du Hezbollah. Si cette structure de commandement a été affaiblie, même temporairement, cela change l'état de préparation opérationnelle d'Israël sur le front nord d'une façon réelle et mesurable. Et ce moment précis, dans ce contexte précis, ne ressemble pas à une coïncidence pour les analystes militaires sérieux. Il y a un contexte plus large qui est nécessaire pour que cette histoire prenne tout son sens. L'Iran subit une énorme pression économique liée aux sanctions. Sa situation politique intérieure est compliquée. Son réseau de forces mandataires, le Hezbollah, le Hamas et les forces Houthis au Yémen, a subi des pertes importantes au cours des 18 derniers mois. Dans ce contexte, une action militaire spectaculaire qui démontre un bond de capacité sert simultanément plusieurs objectifs pour Téhéran. Elle dit au public intérieur iranien que le pays est puissant et intouchable. Elle envoie un message aux autres acteurs de la région sur ce que l'Iran peut désormais faire. Elle teste les défenses d'Israël dans un environnement opérationnel réel. Et elle place les États-Unis dans une position extrêmement difficile diplomatiquement et militairement. L'Iran a observé très attentivement la façon dont le monde a réagi à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils ont observé comment les sanctions ont été appliquées puis contournées. Ils ont observé comment l'aide militaire a afflué vers un camp et non vers l'autre. Ils ont observé comment les organisations internationales ont peiné à répondre à une grande puissance militaire menant une action agressive. Téhéran a tiré des conclusions de toutes ces observations
L'une de ces conclusions semble être qu'une action militaire audacieuse et décisive, surtout lorsqu'elle utilise une technologie que l'adversaire ne peut pas facilement contrer, crée une nouvelle réalité sur le terrain qu'il est très difficile de renverser après coup par la pression diplomatique. Le lien avec le RS-28 Sarmat est la partie de cette histoire qui porte la plus grande importance à long terme. La Russie développe le système Sarmat depuis des années. Il a été officiellement mis en service par les forces de missiles stratégiques de la Russie avec beaucoup de mise en scène. L'idée que cette technologie ou une version de celle-ci se soit maintenant retrouvée entre les mains de l'Iran et ait été utilisée dans un véritable scénario de combat représente un événement de prolifération aux proportions historiques. Si cela est pleinement confirmé, cela signifie que la technologie stratégique russe la plus avancée en matière de missiles se trouve maintenant entre les mains d'un acteur régional au Moyen-Orient. Et si elle a fonctionné comme les rapports le suggèrent, toutes les autres nations de la région et au-delà réévaluent maintenant leurs propres capacités et vulnérabilités défensives. L'Arabie Saoudite observe cela, la Turquie observe cela, l'Égypte observe cela, tous les États du Golfe observent cela. Et chacun d'eux se pose la même question. Si l'Iran peut faire cela à Israël, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? La réponse à cette question va remodeler les décisions d'achat militaire, les structures d'alliance et les relations diplomatiques dans toute la région pour la prochaine décennie. Il ne s'agit pas seulement d'une frappe pendant une nuit. Il s'agit de l'équilibre fondamental des forces dans l'une des régions les plus stratégiquement importantes du monde, et cet équilibre a changé en une seule nuit. Il faut être honnête sur ce que nous savons et sur ce que nous ne savons pas. Le brouillard de la guerre est très réel dans des situations comme celle-ci. Certains rapports provenant de la région sont confirmés par plusieurs sources indépendantes. D'autres sont encore en cours de vérification. Ce que nous pouvons dire avec confiance, c'est ceci. Quelque chose d'important s'est produit. L'ampleur de la réponse de gouvernement qui parle normalement sans arrêt, ainsi que le langage prudent utilisé par ceux qui se sont exprimés, indique clairement une situation gérée simultanément au plus haut niveau de plusieurs gouvernements. Quand tout le monde devient soudainement très silencieux et très prudent, c'est là qu'il faut porter le plus d'attention. Ce qui vient ensuite est la question à laquelle personne ne peut répondre complètement pour l'instant, mais que nous pouvons examiner ensemble. Israël a une doctrine de réponse aux attaques par la force. Cette doctrine est constante et prévisible depuis des décennies, mais elle a été conçue pour un environnement de menaces différent. Répondre à une frappe de cette nature, avec cette technologie, comporte des risques d'escalade qui appartiennent à une catégorie différente. Ce ne sont pas les mêmes risques dans les réponses menées par Israël contre des positions ou installations iraniennes en Syrie ou contre des positions du Hamas à Gaza. Le calcul est véritablement plus difficile lorsque l'attaquant a démontré une capacité capable d'atteindre n'importe quel point en Israël et de potentiellement vaincre l'architecture de défense aérienne existante. Les États-Unis font face à leurs propres calculs, un allié américain a été frappé d'une manière historiquement importante, le silence ne peut pas durer éternellement, à un moment donné, une réponse publique viendra. La forme de cette réponse, sa fermeté, sa précision et la mesure dans laquelle elle sera appuyée par des actions nous en dira beaucoup sur la façon dont Washington voit la situation et sur ce qu'il est réellement prêt à faire. Il existe un écart important entre des paroles fortes et des actions fortes, et le monde regarde pour voir laquelle des deux viendra ensuite. De son côté, l'Iran a démontré quelque chose et observera maintenant attentivement la réponse. Si la réponse est limitée ou surtout rhétorique, Téhéran conclura qu'il possède maintenant un niveau de capacité de dissuasion qui limite effectivement la façon dont ses adversaires peuvent répondre. Cette conclusion, si elle est tirée, influencera chaque décision iranienne future dans la région. La logique de la dissuasion fonctionne dans les deux sens et l'Iran pourrait avoir le sentiment, pour la première fois, d'avoir réellement franchi un seuil de capacité qui change définitivement sa position stratégique. Le rôle de la Russie dans tout cela ne peut pas être ignoré. Que Moscou ait fourni une aide directe, fermé les yeux pendant le transfert de technologie, ou encouragé activement cette démonstration d'une capacité de missiles d'origine russe,
Le résultat sert les intérêts russes d'une manière particulière. Chaque minute pendant laquelle les États-Unis et leurs alliés sont absorbés par une crise au Moyen-Orient est une minute qui réduit la tension et les ressources disponibles pour d'autres théâtres. C'est une description froide, mais exacte, de la façon dont la concurrence entre grandes puissances fonctionne réellement dans le monde réel. Ce qui se déroule sous vos yeux n'est pas seulement une histoire militaire. C'est une histoire sur la façon dont l'ordre international qui existe depuis la fin de la guerre froide est mis à l'épreuve et à certains endroits brisés. Les règles et les hypothèses qui régissent la dissuasion militaire, le contrôle des armements, le transfert de technologie et les obligations d'alliance sont toutes sous pression en même temps. Les événements décrits ici sont un chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste qui est encore en train de s'écrire en temps réel. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.